sommes réunis pour parler de la démarche RSE, de recruter et de fidéliser les talents féminins. Donc, cette conférence, elle est née, enfin, l'idée de cette conférence est née plutôt de la charte que nous avons produite l'année dernière et nous avons publiée. Donc, je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit, mais avant cela, peut-être quelques mots sur ce qui est Women for Cyber France. Donc, moi, je suis Valéria Formutienne, la présidente de l'association. Et de nombreuses personnes du bureau puis du conseil d'administration sont présentes ce soir et j'en suis ravie. Donc, Women for Cyber France naît d'un constat de manque de talents disponibles dans un secteur crucial qui est le secteur de la cyber, et ce, il y a une petite dizaine d'années. De là naît une fondation européenne du même nom, et donc nous sommes l'un des chapitres, des nombreux chapitres européens de cette fondation. Women for Cyber France est une association loi 1901 qui a pour objectif de trouver des nouveaux talents et donc promouvoir la diversité, mais aussi promouvoir les femmes dans la cyber auprès des femmes. Parce que quand on a constaté qu'il manquait des talents, on a constaté aussi que les femmes étaient peu nombreuses. Donc tout naturellement, on s'est dit, on va aller chercher le vivier qui a été encore peu exploité pour avoir plus de talents dans la cyber, qui est un secteur stratégique. Et quand je vois le nombre de femmes dans cette salle, je me dis qu'on n'est pas si peu nombreuses que ça. Il faut juste se rendre encore plus visible. Donc, Women for Cyber France, c'est 165 particuliers adhérents. C'est une quinzaine d'entreprises qui nous ont fait confiance depuis notre création 2021. C'est aussi des actions, évidemment. On n'est pas juste là pour faire figuration. Et donc, ces actions, vous pouvez les voir aujourd'hui sur la présentation. Donc, c'est 550 femmes mentorées depuis 2022. C'est la fameuse charte des bonnes pratiques dont on va parler tout au long de la soirée. C'est un programme qui s'appelle Talents Cyber, où nous avons formé ou informé ou sensibilisé de nombreux élèves et enseignants, parce qu'il faut commencer très tôt pour sensibiliser et enlever les biais cognitifs qui nous freinent et qui freinent justement la diversité et la féminisation du secteur. Mais c'est aussi notre nombreuse présence sur les salons. Et je tiens à féliciter nos responsables partenariats qui sont là, puisque c'est grâce à leurs investissements et leur courage, parce que tenir les stands, ce n'est pas évident toute la journée, que nous avons de la visibilité sur l'ensemble des événements qui ont trait à la cybersécurité. Donc, on va passer maintenant à la table ronde pour aborder les sujets des talents. Et ensuite, je vais vous représenter la charte de l'année dernière et surtout ceux qui nous réunissent aujourd'hui, les fameux indicateurs qui nous permettront de mettre en place un prix à terme à destination des entreprises qui voudraient justement appliquer nos recommandations en matière de recrutement et de fidélisation de talents féminins. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Greer, je suis ingénieure, je suis secrétaire générale de Women for Cyber. On a organisé une table ronde avec trois panélistes qui sont à ma gauche, que je vais vous présenter, sur le sujet finalement, dans une démarche RSE, comment recruter, comment fidéliser les talents féminins et qu'est-ce que la démarche RSE apporte à cet axe-là. Alors la RSE, qu'est-ce que c'est ? La responsabilité sociétale des entreprises, c'est un concept qui n'est pas nouveau, qui est né déjà il y a très longtemps. Au XIXe siècle, c'était la question de se commencer à se poser dans la société d'un point de vue moral. Et puis dans les années 80, avec la mondialisation, la démocratisation de la télévision, les sujets de responsabilité vis-à-vis de catastrophes naturelles comme la marée noire, Seveso, a fait prendre conscience que les entreprises avaient une responsabilité et un impact sur la société. Et ensuite, en France, il y a eu une loi qui s'appelait la nouvelle régulation économique, NRE, qui a été promulguée en 2021,
qui est le premier texte qui oblige les entreprises publiques à rendre publiques les informations de performance en rapport avec le développement durable. Et puis depuis, en 2015, donc il y a une dizaine d'années, 193 pays ont adopté 17 objectifs du développement durable qui tracent un chemin à suivre pour les entreprises afin de répondre à la lutte contre les inégalités et au réchauffement climatique. Voilà. Donc la RSE, dans les grandes lignes, c'est ceci. Donc ça couvre l'intégralité des enjeux tels que le climat, la biodiversité, la pauvreté, l'égalité des genres, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et en tout à peu près 17 objectifs. En parallèle de ça, il y a la diversité. Donc la diversité femmes-hommes, elle a aussi bien progressé. Donc il y a une soixantaine d'années, ça fait que 60 ans que finalement les femmes peuvent exercer une profession, avoir leur compte bancaire sans autorisation de leur mari. Donc je le rappelle parce que ça nous semble naturel. Je pense on a tous, moins de 60 ans, on a tous connu ça. Et c'est quand même un acquis qui a été fait il y a une soixantaine d'années. Et puis, il y a une vingtaine d'années, la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes a été promulguée. Donc, dans ce contexte RSE, ce contexte où on progresse sur l'égalité femmes-hommes, comment finalement on en arrive à, comme l'introduisait Valeria Formantione, à ce que finalement recruter des femmes, ça reste une vraie gageure. Donc, d'une part, ça vient des problèmes de formation. On manque de femmes qui soient formées à la cybersécurité, mais ça vient aussi des entreprises qui ne mettent pas forcément toutes les pratiques en place pour recruter des femmes ou cherchent à recruter des profils qui correspondent un peu un pour un avec ce qui leur correspond. Donc, et on sait que d'avoir plus de diversité, c'est un vrai levier de performance. Et puis, s'intéresser à la diversité, c'est aussi avoir plus de femmes, de personnes en reconversion qui nous ressemblent moins. Et pour atteindre cette richesse de la diversité, ça s'inscrit vraiment dans une vraie démarche RSE au profil de tous. Donc, dans la table ronde, j'ai réuni quelqu'un du secteur public, donc Guillaume Contat, qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui est aussi Data Protection Officer, donc quelqu'un qui vient donc du secteur public sur les métiers techniques et qui embauche, je pense, pour qui les embauches c'est un vrai enjeu. J'ai aussi invité Eva Maubussé-Lazardini, qui dirige un cabinet de recrutement dédié à la cybersécurité, et puis un chef d'entreprise, Joël Courtois. Alors si vous voulez, je vais vous laisser la parole pour vous présenter en 2 minutes sur qui vous êtes. Guillaume. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Rapidement, je suis l'actuel RSSI et DPO à l'Assemblée nationale. L'actualité, en ce moment, on ne va pas en parler. Ça m'évitera des prises de position, que je ne fais jamais d'ailleurs. En revanche, en termes de parcours, il y aura, vous verrez, des indicateurs qui sont intéressants pour vous, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Si j'avais respecté les cadres et la case dans laquelle on m'avait mis, je ne serais jamais devant vous, en fait, tout simplement. Et donc l'idée, c'est de dire que, oui, vous les femmes, vous rencontrez des difficultés parce qu'on a tendance à vous mettre dans une case, mais j'ai envie de dire tout le monde. Et l'idée, c'est de dire, voilà, moi, mon parcours, je suis ancien militaire, j'ai démarré en tant que sous-officier dans l'armée de l'air. Si j'avais écouté ceux qui me prétendaient une carrière, j'y serais encore, et je pense que je m'ennuierais très fermement dans un sous-sol à faire des choses pas très intellectuellement intéressantes. Le fait d'avoir cassé ce cadre m'a poussé en fait à adopter des stratégies, et vous allez voir, on fera le parallèle avec celles que vous développez vous sans vous en rendre compte depuis votre naissance, parce que vous êtes une femme. Et donc je ne vais pas spoiler sur la suite.
Donc bonsoir. Donc pour le coup, en ce qui me concerne, j'ai ouvert mon cabinet de recrutement il y a peu, qui s'appelle React et qui a pour vocation effectivement de promouvoir globalement le sujet de la cybersécurité, dont non pas que les femmes, mais globalement le sujet de la cybersécurité. Et je me dois d'être un organe un peu indépendant. À la fois pour orienter, mais voilà, je ne peux pas faire de discrimination, on en parlera plus tard. Mais toujours est-il que on est quand même là pour se dire que aujourd'hui les femmes sont clairement un atout et sur le plan numéraire et qualitatif pour constituer les bonnes équipes qui vont bien, et notamment dans un contexte actuellement quand même hyper instable. Et voilà, et donc je vais vous parler avec un parcours à la fois recruteuse et à la fois ancienne manager du monde de l'IT. Et moi aussi, j'ai eu un certain nombre de sujets de recrutement. Voilà, je te passe. Merci. Bonsoir, donc Joël Courtois. Je suis très heureux d'être là ce soir parce que ce sujet me touche particulièrement. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai cofondé une start-up qui s'appelle P4S. Vous voyez que les start-up, ça donne des cheveux blancs quand même par rapport à la photo. Mais avant cela, j'ai été durant 25 ans le directeur général de l'EPITA, donc École d'ingénieurs en informatique. Et ce qui fait que pendant toutes ces années, je me suis battu pour essayer d'amener plus de femmes vers les métiers de l'IT et la cybersécurité parmi eux, avec un échec assez constant, je dois le dire, pendant toutes ces années, puisque malgré des initiatives variées, on se rend compte que l'on a énormément de mal à amener les jeunes femmes vers ces métiers. Donc, en passant de l'autre côté de la barrière, devenant chef d'entreprise, je me suis dit ça va être un peu plus facile, je vais pouvoir montrer l'exemple. Aujourd'hui, sur 9 salariés, je n'ai qu'une seule femme. Donc, j'arrive pas à faire beaucoup mieux, mais là, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on tombe aussi sur un problème de sourcing. Il faut déjà qu'elle soit là au départ. Et je pense que l'on va, dans la soirée, aborder ces différents éléments, depuis la formation initiale jusqu'à ce qu'il faut faire pour les attirer dans les métiers et comment les garder dans les métiers. Donc, une première question, c'est qu'est-ce que ça vous évoque finalement de parler des talents féminins d'un point de vue du recrutement, mais aussi de la fidélisation, parce que les recruter, c'est bien, mais il faut aussi qu'elles ne partent pas tout de suite. Tout ça en intégrant dans une démarche RSE. Vous voulez commencer, Guillaume ? Allez, c'est pour moi. Ouais. La démarche RSE, enfin toute cette partie, comment dire, je vais avoir deux discours. Le discours de Guillaume Contat, la personne, et après l'institution. Évidemment, l'Assemblée nationale, bien qu'on n'a pas de clients qui nous imposent de suivre tous ces quotas, etc., enfin ces quotas, cette politique-là, mais bien évidemment, on la respecte et on la suit pour être exemplaire au titre de toute institution gouvernementale ou parlementaire que ce soit. À titre personnel, sur cette démarche-là, à partir du moment où on ne doit pas cocher des cases, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est d'apporter de la diversité parce que ça apporte de l'intellect, il y a une valeur derrière tout ça. C'est que si on se repose sur l'histoire, bon, ben, le monde d'hommes à 100%, on l'a connu. C'est pas génial, on va pas se voiler quand même. Donc on a besoin d'avoir un maximum de personnes qui sont en capacité de réfléchir. Et l'avantage que je vois, en tout cas, dans nos métiers côté cyber, il vous faut exclure la partie technique. La partie technique, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous prenez des cours, c'est bon, vous allez apprendre toute cette partie technique. Ce qui est important, et ce qui est le facteur différenciant, c'est votre valeur humaine. C'est ce qui vous constitue. Et c'est là où la cyber a pour vous, une vraie opportunité. Alors évidemment, c'est mon secteur, donc forcément, je vais le vendre mieux que les voitures ou les bateaux. Mais vous avez un facteur qui est différent d'une autre, c'est que vous êtes né, dès votre première seconde de vie, dans un monde qui a été créé par les hommes, donc qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas constitué pour vous.
vous avez développé des talents que nous, on n'a pas, parce que pour nous, le monde, il est facile, il a été pensé par nous et pour nous. Donc, vous développez cette capacité à voir un système et de le contourner. C'est comment vous pouvez arriver à avancer, à passer les barrières qui vous sont imposées par le système, etc. Et ça, en cyber, dans la gestion du risque, de manière globale, c'est une capacité hors norme. Et c'est là-dessus que je trouve qu'il faut accentuer, en tout cas appuyer sur l'accélérateur. C'est pour ça qu'on a besoin de femmes sur cette partie-là. Moi, je ne parle pas des autres domaines, je parle de celui que je connais, et je sais que la manière que vous avez de réfléchir, elle est primordiale, parce que nous, on n'y pensera pas, tout simplement. Je ne sais pas si ça... J'ai jeté un froid. Non, pas du tout. La RSE, c'est aussi des indicateurs, des mesures qui ne sont pas mis en place à l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas une entreprise. Comment vous répondez à ça? Vous m'avez parlé d'incarnation. Alors, effectivement, on a au sein de l'Assemblée nationale un certain nombre de services qui vont s'occuper justement de toute cette partie-là, sur la partie écologique, sur les bâtiments basse consommation, sur tous les aspects énergétiques. On l'a, nous aussi, sur notre partie data center, donc sur tout le stockage des données numériques de l'Assemblée nationale. Donc on est dans une démarche, c'est dans l'air du temps, enfin qui fait l'inverse se trompe. Donc on s'inscrit dans cette démarche-là, bien que, comme je vous le disais, on n'essaye pas de cocher des cases et d'avoir des chiffres et des mesures qu'on puisse publier. Peut-être que c'est un tort, maintenant c'est pas moi qui suis l'autorité de l'Assemblée nationale, peut-être que ça changera avec le temps. Mais en tout cas, en interne, l'administration de l'Assemblée nationale s'est saisie de ce sujet depuis des années déjà et continue d'avancer, et notamment d'inclure des profils féminins dans le monde de la cyber. J'en suis le premier recruteur, j'essaye, mais on a des difficultés, les talents ne sont pas là. C'est juste, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour vous dire, osez, allez-y, plantez-vous, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Si, je reviens à mon profil, si j'avais écouté ceux qui m'avaient dit où il fallait que je sois, je ne serais pas ici devant vous. C'est tout simple. Donc, bref. Eva, alors, dans le monde de l'IT, vous avez passé une quinzaine d'années dans le monde de l'IT, maintenant recruteuse, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Alors, tu le disais juste à l'instant, plantez-vous. En fait, en tant que manager, moi, je suis allée chercher un certain nombre de profils. Alors, je recrutais beaucoup. C'est-à-dire que pour une équipe par an, je recrutais 50 personnes. C'était quand même un certain volume. Il fallait chercher les gens. Et il fallait savoir surtout où les trouver. Et en fait, il s'avère que j'avais que des clones qui se présentaient à ma porte. Donc, hommes sortant des écoles d'ingé, IT, etc. Mais de toute façon, sur le plan numéraire, ça suffisait pas. Donc, le constat était celui-là. On me disait, effectivement, moi, j'attendais pas qu'on me dise va recruter des femmes. Enfin, j'en suis une, donc à un moment donné, je me dis aussi que les femmes ont forcément des atouts dans le domaine, puisque j'étais pas là par hasard. Et donc, j'ai essayé d'aller chercher des femmes, mais j'en trouvais pas. Donc, dans un certain nombre d'éléments qu'on a pu aborder, déjà, à très court terme, je suis allée rechercher des personnes de la reconversion pro, parce que ce dont on se rendait compte, c'était que si on était capable d'aller chercher des hommes qui n'avaient pas exactement toutes les compétences et qu'on était en capacité de former sur un certain nombre de sujets, en fait, c'est qu'on pouvait le faire aussi avec d'autres. Et que du coup, même si les femmes, il leur manquait parfois un petit truc, on a pu les faire monter en compétences, et puis finalement, elles montaient en compétences avec l'ensemble des équipes. Et puis en fait, elles avaient plein de choses à faire valoir, surtout. Ça, c'était sur du très court terme. Et puis sur du long terme, c'était effectivement d'aller parler à plus de jeunes filles, et ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais d'aller parler à plus de jeunes filles pour donner envie, encore une fois sur le plan numéraire, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et aussi avec leur qualité, donner à des jeunes filles l'envie de venir
dans ce monde-là. Je donne un titre d'exemple. J'ai recruté une infirmière, une ancienne infirmière dans mes équipes, et c'était, je pense, la meilleure gestionnaire de crise que j'ai eue. Parce que effectivement, sur le coup, c'était celle qui savait exactement temporiser, trouver les bons mots, etc. Certes, elle n'avait pas toutes les compétences techniques et elle nous a développé un bon syndrome de l'imposteur à un moment aussi. Mais en fait, on ne lui demandait pas d'être le clone d'Arthur qui savait exactement développer, etc. Donc voilà. Et après, sur l'aspect juste recruteur, parce que je pense qu'il faut que j'y aille aussi. En fait, le revers de tout ça, c'est que si effectivement on ne travaille pas le sourcing et qu'on ne travaille pas depuis le plus jeune âge et puis auprès des étudiantes le fait de vouloir basculer dans ce monde-là, moi je suis recruteuse aujourd'hui. Typiquement, j'ai des clients qui me disent je veux recruter tel profil, par exemple une femme, etc. Moi, je ne peux pas réagir en fait à ce genre de demande. Puisque en fait, je dois réagir à une loi qui est la loi de la non-discrimination, et donc je dois aller recruter aux compétences. Donc je peux être effectivement force de proposition auprès de mes clients, c'est un fait, mais en fait, dès lors qu'on a un intermédiaire, il se doit de répondre à la loi, et la loi, c'est pas de discrimination, qu'elle soit positive ou pas. Donc on va aller présenter un certain nombre de profils, on va essayer de les valoriser un maximum. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Le but, c'est de faire en sorte que vous sachiez vous valoriser sur un certain nombre de compétences que vous avez développées ou un certain nombre de sur un savoir-être que vous avez qui pourrait être clairement complémentaire dans le cadre d'un certain nombre d'activités cybersécurité et pas forcément que des éléments de, je sais pas, débugage d'un sujet ou de pentest ou autre. Mais voilà, pour le coup, il faut valoriser à la fois les compétences savoir-être en plus du savoir-faire, quoi. Alors Joël, la RSE, quand on est patron d'entreprise ou ancien dirigeant de l'IPITA, qu'est-ce que ça t'inspire pour le recrutement et la fidélisation? Alors, cette problématique, c'est une évidence depuis très longtemps. On est en train de transformer la société vers une société entièrement numérique. Comment imaginer qu'une société nouvelle sur un format numérique ne soit pas construite par des hommes et des femmes à égalité, puisqu'ils seront les utilisateurs et les acteurs de cette société dans les années à venir. Donc déjà, il y a une espèce d'évidence sur la co-construction de ce monde numérique par des hommes et des femmes. Qu'on l'impose ensuite à travers des critères, que la RSE vient dessus, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on voit que ça bouge tellement lentement qu'il faut quelque part renforcer cette démarche. Et on le redira tout à l'heure, moi je souhaite faire vraiment passer un message vers les entreprises qu'il faut des actions ciblées, fortes, et pas juste se dire ça va bien venir avec le temps. Non, ça va pas venir avec le temps, parce que même en se bagarrant, c'est pas simple. Donc, on a besoin, dans toutes les phases de construction de notre société numérique, et bien évidemment dans les phases de protection de cette société numérique, on revient sur la thématique de la cybersécurité, que les hommes comme les femmes soient à parité dans la construction de cet environnement, sans quoi on aura forcément des lacunes, on aura des failles béantes dans nos systèmes. Et les modes de réflexion, les modes d'analyse, les modes de construction sont bien heureusement différents. Toute la richesse du monde vient de sa diversité, et c'est certainement pas à travers des modèles uniques que l'on arrivera à résoudre les problèmes. La nature a cette capacité à toujours trouver quelque chose qui va se passer à côté de ce qui avait été imaginé, et seule la diversité peut nous sauver et nous faire tenir. Donc, c'est très bien dit. Hein? C'est très bien dit. Non, merci. Ça doit s'imposer comme une évidence. Simplement, voilà, quand vous arrosez, si vous n'arrosez pas votre jardin l'été, ça va mourir. Il faut rajouter un petit peu d'eau, même si la nature est censée faire que tout s'équilibre. Il y a des jours, c'est pas vrai. Il y a des jours, il faut rajouter un petit peu d'eau. Et il faut quelquefois chauffer un petit peu l'hiver. Si on ne veut pas que tout gèle, il faut protéger ses plantes. Eh bien, de la même façon, il faut, dans la phase dans laquelle nous sommes, avoir des actions qui amènent les entreprises,
les administrations à avoir des démarches qui nous ramènent vers cette égalité. Je le répète, ça ne se fera pas tout seul. Alors après, on va pouvoir échanger un petit peu sur comment faire. Mais il faut avoir cette prise de conscience. Ce n'est pas juste une bonne intention, soyons gentils et puis tout va s'arranger. Non, ça ne va pas venir tout seul. Et c'est là que la charte Women for Cyber et puis les KPI qui vont être présentés juste après peuvent être un bon guide pour mettre en place des actions. Donc on en parle un peu depuis le début, finalement, les problèmes d'attractivité des talents féminins. Finalement, quelles sont les principales difficultés d'attractivité de ces talents féminins ? Sachant que finalement la cyber, c'est un domaine qui est encore très très touché par la sous-représentativité des femmes dans les métiers. Sur les problèmes d'attractivité, qu'est-ce que vous observez, Guillaume ? Ben, on en reste toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on s'empêche. Pourquoi moi j'irais et pourquoi je ferais ça ? La question à se dire, plutôt que de vous dire pourquoi j'irais dans la cyber et pourquoi je ferais de l'IT ou ce genre de truc, prenez-le dans le sens inverse. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui ferait que vous ne devez pas y aller ? Vous avez autour de la table des personnes qui vous expliquent quand même qu'il y a besoin de talents, sans faire de la discrimination évidemment, mais on manque cruellement de femmes. Mais pourquoi ? L'objectif, c'est pas d'arriver on n'est pas des forcenés pour obtenir une parité absolue ou ce genre de choses. C'est juste que vous avez une vraie valeur ajoutée sur vos valeurs humaines. Quand on a des gens qui sortent d'école, les profils, les fameux clones dont tu parlais, ils sont tous et toutes à connaissances acquises au sein de l'école équivalentes. Donc on a des clones. Qu'est-ce qui, nous, en tant que recruteurs, va faire la différence ? C'est le savoir-être, c'est les valeurs humaines, c'est la manière de réfléchir. Et ça, c'est pas un truc qui s'apprend. On peut évidemment le développer, l'approfondir, etc. Et c'est là où je veux en venir sur l'histoire de l'attractivité. Oubliez que c'est de l'informatique et qu'il n'y a que des mecs à capuche et qui sentent un peu la pizza et la vieille chaussette. Non, c'est plus le cas, ça c'est terminé. Aujourd'hui, on est sur des métiers modernes et on va chercher des soft skills. Ça, c'est primordial. Les hard skills, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Les soft skills, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai essayé, j'en avais parlé quand on avait fait nos répétitions, j'ai essayé de recruter une adjointe. J'avais un profil et je ne voulais qu'elle. Tout simplement parce qu'elle ne réfléchit pas comme moi et elle ose me dire quand je me trompe. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la recruter. Après l'entretien, elle ne souhaitait pas venir. Et c'est là où on doute et on se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et en fait, je n'ai pas assez approfondi sur ce qu'elle recherchait dans son environnement de travail. Et c'est là où nous, on doit se remettre en question, les hommes, pas vous, c'est comment on peut faire en sorte que notre univers, dans lequel on veut vous faire rentrer de manière absolue, vous vous sentiez à l'aise. Et on l'a vécu en live, c'est-à-dire que pendant qu'on faisait la visioconférence ensemble de préparation, j'avais en face de moi mon adjointe DPO qui elle est juriste. Alors vous allez dire, bah oui, juriste, les femmes font souvent du droit, etc. Mais il se trouve qu'elle est dans mon équipe et je lui ai posé la question, tout simplement de savoir, est-ce que tu te sens bien en fait au sein de l'équipe ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas à l'aise ? Alors que ça fait 3 ans que je bosse avec elle. Jamais elle m'a répondu sur ce sujet-là, mais tout simplement parce que je lui ai jamais posé la question. Et je me suis rendu compte, avec sa réponse, qu'en fait, elle se sentait exclue. Enfin, les sujets qui étaient abordés entre nous, parce que à la machine à café, on parle de tout, de rien, en fait, les sujets abordés sont des sujets masculins, et sans m'en rendre compte. Et pourtant... je sais plus, j'ai plus souvenir du sujet en question, mais sur nos passions, en fait, elles sont très masculines finalement, mais c'est de ça dont on parle.
Et elle nous a tout simplement dit, non, j'aimerais qu'on parle de tel ou tel sujet. Et j'étais complètement effaré parce que j'essaye quand même d'être progressiste, je ne sais pas comment on peut dire, ouvert. Ah oui, la preuve, hein. Voilà. La preuve aujourd'hui. Et je me dis, mais merde, tu te plantes en fait. C'est-à-dire que même toi, tu n'y arrives pas. Donc ceux qui sont un peu rétrogrades, ah la vache, ça doit être très très compliqué, quoi. Et voilà, enfin, on a aussi, nous, hommes, des efforts à faire pour casser ces espèces de biais. On en parlait tout à l'heure avec Valéria, que malgré nous-mêmes, on ne se rend pas compte, en fait, finalement. Et c'est pour ça que vous êtes nécessaires, ces tables rondes sont nécessaires, pour que des mecs comme moi, on aille voir ceux qui sont un peu plus cons et bas de plafond, pour leur dire, ouvrez-vous, en fait, posez des questions, changez. Si on n'y arrive pas, autant rendre le tablier tout de suite. Mais je suis un pitbull, donc je lâche jamais. Donc voilà, vous avez signé avec moi. Hein. Ça va être long. Merci pour ce témoignage haut en couleur. Eva, de votre côté. Un petit tips, Guillaume, peut-être la prochaine fois se dire c'est quoi les 3 questions que tu aimerais que je te pose? Parce que pour le coup, ça retourne la question à la personne, et ça, sur un plan managérial, c'est toujours assez intéressant. Bref. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on comprend, c'est que dans tout ce qu'on se dit, c'est que on veut faire venir les femmes, c'est cool, mais en fait, il n'y a pas de tapis rouge, quoi. Il y a plein d'équipes dans lesquelles les femmes vont arriver, elles vont essuyer les plâtres, il n'y a pas de tapis rouge. Il faut y aller, il faut aussi, de la même manière, les femmes doivent prendre connaissance de leur équipe, etc. Mais par contre, je mettrais une petite variante sur le fait de dire qu'on vient dans un monde d'hommes. En fait, je pense que chaque femme a ses qualités. Dans un monde incertain, on sait que les femmes ont quand même une vraie posture, ont des vraies qualités autour du maintien des équilibres, quels qu'ils soient, que ce soit familiaux, d'amis, etc., etc. Et c'est la vie tourne autour de ça. Et en fait, ça nous rattrape tout le temps, faut pas se leurrer. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que il faut s'assumer en tant que femme. Le sujet, c'est pas tant de vouloir rentrer dans un monde d'hommes, c'est de s'assumer en tant que femme et de se dire que, ok, on va pas nous dérouler le tapis rouge, ok, rien n'est acquis, ok, j'ai des qualités et des compétences. Parfois, je vais faire face à des personnes, c'est le cas, hein, un retour d'expérience. Parfois, je vais faire face à des hommes qui vont vouloir me remettre dans une case, et puis finalement, je vais pas pouvoir m'exprimer comme je le souhaiterais, de la manière la plus alignée avec ce que je suis. Bon, c'est qu'à un moment donné, faut tirer sa révérence, mais en l'occurrence, voilà, il n'y a pas de tapis rouge. Et moi, ce que j'avais aussi rapidement vu, parce que c'est complémentaire au reste, c'est que la cybersécurité était un monde assez fermé. Donc, on parlait des sweats à capuche tout à l'heure. Souvent, on se fait l'image du geek, sweat à capuche, dans son garage, dans le noir. C'est pas tous les jours ça. Et du coup, c'est un monde qui est quand même assez fermé. On se dit pas mal geek, etc., mais pas que. Et pour le coup, voilà, je sais que Women for Cyber fait en sorte de promouvoir ça avec les fameux portraits. Ouais, les vidéos, exactement. Avec le ministère de l'Éducation pour les collèges, les lycées. Ouais, mais en tout cas, je pense que ça a vocation à être partagé même encore plus largement que l'éducation nationale. Mais en tout cas, il y a un sujet de vouloir faire de ces femmes-là le relais aussi de ce que peut être la cyber dans son quotidien, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, retenez bien que c'est pas un long fleuve tranquille, mais ça vaut le coup d'aller challenger. Et puis même si vous vous retrouvez, je sais pas, à 2 dans une classe de 34 gars et que ça sent la chaussette, comme tu le disais tout à l'heure, et la pizza,
faut quand même pas lâcher parce que c'est ce qui est après qui est le plus intéressant. Merci. Alors, je ne sais pas qui adresse alors. Alors, cette question de l'attractivité, elle est très complexe et elle remonte, j'allais dire, au tout début de l'éducation et de l'enseignement. Donc, on ne va pas tout refaire aujourd'hui. On ne peut pas intervenir sur tous les domaines. Il faut intervenir sur ceux où on peut agir. Mais il faut quand même avoir en tête, et je vais vous donner deux ou trois anecdotes. Il y a un peu plus de 10 ans, il y avait une ministre, secrétaire d'État au numérique, qui était Axel Lemaire, et qui visite l'école et qui me dit, dis donc, tu n'as quand même pas beaucoup de filles chez toi. Et je lui dis, on fait ce qu'on peut, madame la ministre, mais voilà, je ne peux pas les inventer. Et elle me dit, non, mais je plaisante parce que tu n'as pas fini d'avoir des galères. J'ai ma petite fille qui rentre de l'école maternelle l'autre jour, j'étais allé visiter une start-up qui faisait des jeux vidéo, et je rentre toute fière en lui disant, va chercher l'ordinateur, maman, t'as ramené quelque chose. Et il dit, ma petite fille, à moi, secrétaire d'État au numérique, elle me répond, ah ben non, maman, pas l'ordinateur, c'est pour les garçons. Donc elle me dit, elle a 6 ans, tu vas l'avoir dans une bonne dizaine d'années chez toi. Je ne sais pas si j'aurais réussi à la faire changer d'avis d'ici là. Mais il y a du lourd quand même, ça commence quand même très très tôt. Alors ça, on n'y peut rien, enfin nous à notre niveau, on n'y peut rien, à moins qu'il y ait le futur ministre de l'enseignement dans la salle, mais on n'y peut rien, ça dans l'immédiat. Alors, si on continue de progresser, on va arriver dans les formations où on se pose vraiment la question, est-ce qu'on va vers les métiers du numérique, de la cyber? Est-ce que là, on arrive à avoir cette attractivité? Déjà, il faut se donner comme objectif d'avoir des femmes dans tous les secteurs. Il y a un piège que j'ai entendu là, ces dernières années dans un certain nombre de conférences, qui est de se dire, dans la cyber, il y a les métiers forts de la cyber, il y a le pentester, il y a l'analyste, et puis il y a les métiers annexes de la cyber, le gestionnaire de crise, le juriste, le responsable de la communication cyber. Là-dedans, on va pouvoir mettre des femmes. Ben non, on ne va pas recréer un ghetto où les femmes font de la com et les hommes font des choses sérieuses. Enfin, c'est pas raisonnable. Donc, il faut faire attention à ce piège-là, de ne pas se dire, oui, il y a une place des femmes dans la cyber, en les mettant dans des métiers annexes. Il faut qu'elles y soient, comme il doit y avoir des hommes, et puis il faut qu'elles soient aussi dans le cœur du métier proprement dit. On arrive à les attirer, on arrive à les amener vers des formations. Comment faire pour qu'elles y restent? Moi, j'ai vu un grand espoir il y a, j'aurais pu dire, 7, 8, 9 ans peut-être, quand j'ai vu arriver dans les promotions de l'EPITA, on les interroge quand elles rentrent dans l'école, donc post-bac, leur disant pourquoi tu as choisi cette école-là. Et on a vu arriver comme critère numéro 1 des jeunes filles la cybersécurité. Donc on s'est dit, yes, ça y est, ça va bouger, les femmes dans la cyber. Sauf que 4 ans après, quand elles choisissent leur spécialité dernière année, elles ne choisissent plus la cyber. Parce qu'entre-temps, elles ont fait un stage ouvrier, le stage de technicien. Forcément, en s'intéressant à la cyber, elles sont allées dans des boîtes où on faisait de la cyber. Et quand elles ont vu des gros beaufs ou des chaussettes pas lavées, se sont dit finalement, je vais peut-être aller faire de l'IA, de la robotique. Donc, je reviens à ce que je commençais à évoquer tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une vraie démarche de responsabilité des entreprises en se disant que dès le petit stagiaire, si on est une boîte qui veut attirer des jeunes vers la cyber, il faut qu'il y ait cette démarche très tôt, volontaire, de se dire je fais attention à la jeune fille que j'accueille dans mon univers masculin, j'y peux rien, il est comme ça, hein, j'ai mon univers masculin, mais je suis extrêmement vigilant, et vous avez cité des exemples tous les deux, de points de vigilance à avoir sur la façon dont on accueille ces stagiaires, sans quoi cette bonne volonté de départ, on l'a déjà perdue à la fin de la formation. Bon, et puis bien entendu arrive le stage de fin d'études. Là, on va commencer à choisir son début de carrière professionnelle. Alors, il y a des entreprises qui font des efforts. Hein. On avait fait des stats sur plusieurs années sur les salaires d'embauche où on retrouvait les femmes à des salaires supérieurs aux hommes. Il y avait une vraie démarche de discrimination des entreprises. Les filles savaient très bien en jouer dès la période de stage, à se passer les adresses. Si tu vas dans telle boîte, là, quand ils te proposeront ta rémunération de stage, tu leur mets 10 ou 20% de plus, comme ils veulent des filles, de toute façon, ça va passer. Et elle revenait après toute fière, non, je l'ai eu, je les ai grattés. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, tiens, on va sortir une enquête sur la moyenne salaire homme-femme. Et là, on va faire un sacré tabac dans les médias, en montrant que les femmes qui sortent de l'école sont plus payées que les garçons. Et là, mauvaise surprise, une fois qu'on a terminé l'enquête sur toute la promotion, le salaire moyen des femmes est en dessous de celui des garçons.
Donc là, on commence à se creuser la tête en disant comment font-elles pour être plus payées que les garçons, mais que la moyenne soit en dessous? Ben là, on tombait sur un autre critère qui est en train d'évoluer lui aussi. C'est qu'une jeune femme, et je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure, une jeune femme normalement constituée a une vie aussi en dehors de son activité professionnelle, et que quand un employeur lui dit « je te propose un truc d'enfer, tu vas être développeur commercial et tu vas en même temps faire de la maintenance, tu vas être 6 jours sur 7 en train de courir, de prendre des trains, des avions, et je te propose 60 kilos de salaire d'embauche », la majorité des garçons disent « ah ouais, 60 kilos ». Je prends, bon, tu as été no life, mais c'est pas grave, j'ai 60 kilos. Il n'y a pas une femme qui va dire oui, quoi. Et ça va pas, non. J'ai quand même une vie à côté, moi j'ai envie de faire d'autres choses, je continue de faire du sport, de voir mes amis. Et on se retrouvait dans ce paradoxe d'avoir à job identique les femmes plus payées que les garçons, mais la moyenne de la promo, elle se retrouvait en dessous. Heureusement, ce qui est en train de changer, c'est que les garçons commencent à ne plus vouloir être no life, là. Eux aussi commencent à se dire on va peut-être envisager notre carrière différemment. Donc ça va rétablir un petit peu les équilibres. Mais vous voyez la difficulté qu'il peut y avoir même à sortir des indicateurs positifs, même sur une discrimination salariale qui se voulait intéressante, la moyenne, elle n'était pas là. Donc ce sont des démarches volontaires des entreprises qui doivent se faire. Alors moi, je ne suis pas pour les systèmes de quotas, même le fait d'avoir des salaires supérieurs pour les femmes, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne idée. Hein. Mais d'avoir en revanche un environnement de travail, une façon de les intégrer dans les projets, d'avoir des évolutions de carrière qui, elles, soient respectueuses des contraintes aussi. Il y a aussi ce qui va nous aider, hein, le congé parental, le côté homme, qui fait que l'homme va disparaître à un certain nombre de semaines dans l'entreprise, c'est une excellente nouvelle pour les femmes. Enfin, peut-être pas pour celles qui les récupèrent chez elles. J'avais déjà le bébé qui arrivait, maintenant j'ai en plus le mari. Mais d'avoir au moins les mêmes contraintes dans le fonctionnement de l'entreprise qui font disparaître ces discriminations invisibles de « je ne confie pas à un projet important parce que… » voilà. Donc, quel type de projet je serais assez optimiste, mais sous réserve qu'il y ait une action. Et quel type de projet, justement, attire les femmes dans ton entreprise? Alors, parce que la encore une fois, ce que l'on essaie de faire, c'est de donner du sens à ce que l'on fait. Et je pense que là aussi, on a une chance dans les métiers de la cyber, c'est de pouvoir donner du sens au métier. On protège, on favorise le développement des individus et des entreprises. Et je pense que c'est quand même plus valorisant, quel que soit le secteur de la cyber dans lequel on travaille. Je pense que c'est plus facile de le valoriser que de se dire je développe des logiciels pour la compta du supermarché d'à côté. Là, il y a vraiment la prise en compte du risque. Et je veux dire, si on ne gâche pas ces vocations pendant que ces personnes arrivent dans l'entreprise ou arrivent dans des écoles, si on ne les gâche pas par de mauvais comportements ou de mauvaises prises en compte des spécificités, on a dans la cyber un vrai cadre intéressant pour donner du sens au métier, du sens au travail que l'on est en train de faire. Et ça, les jeunes hommes et femmes y deviennent de plus en plus sensibles. Les femmes y étaient déjà sensibles. Les garçons commencent à y venir. Pourquoi est-ce que je fais ce travail-là? Qu'est-ce qui va permettre d'améliorer dans la société, dans le monde? Et il faut là aussi avoir cette démarche de la part des responsables d'entreprise d'expliquer à leurs salariés ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas en train de développer le firewall Tagada qui va venir s'installer dans l'équipement bidule et puis qui va nous générer du chiffre d'affaires. C'est pas ça qui va les motiver. C'est de leur dire je suis en train d'inventer une nouvelle techno qui va permettre de mieux protéger les individus, les personnes, les entreprises, de garantir la sécurité de vos données. C'est ça qui va beaucoup plus les motiver.